Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 10, en public avec vos questions à l'Ouest Hurlant, troisième partie. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Troisième volet donc de notre conversation avec vous, avec vos questions au Super Festival l'Ouest Hurlant, qui se tient tous les ans au printemps à Rennes, et auquel on vous encourage grandement et vivement à aller et à vous renseigner grâce aux liens dans les notes de l'épisode. On remercie à nouveau l'Ouest Hurlant pour la mise à disposition de la logistique et nous avoir permis de faire cet enregistrement en public avec vous. Bonjour déjà. Moi je voulais savoir si vous avez toujours un stress à la sortie de vos romans, maintenant que vous en avez écrit plein, et sorti plein, et comment vous gérez ce stress ? Le stress, de toute façon, il est présent d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais parler que pour moi, mais ça fait 20 ans que je publie et la peur est toujours là. À la limite, elle est peut-être plus maintenant dans l'écriture, effectivement, cette peur au moment de se lancer. Je dirais que l'expérience m'a appris. La première fois, c'est terrifiant. C'est la chose la plus géniale au monde. On fait des bonds partout et en même temps, on a une trouille. La deuxième fois, on se dit « Ok, j'ai survécu la première ». Et pour moi, j'ai vraiment un truc comme ça avec plein d'expériences et notamment la publication. Au bout d'un moment, je me dis « Ok, j'ai déjà écrit un livre, je l'ai publié, le monde ne s'est pas effondré, ça s'est même relativement bien passé. J'ai une confiance relative dans le fait que je sais écrire un livre. » Par contre, avec le temps, ma peur n'est plus tellement sur le ratage du texte. La peur est maintenant soit de me répéter par rapport à ce que j'ai déjà fait ou d'écrire moins bien que ce que j'ai fait avant. Au bout d'un moment, la peur, en tout cas dans mon cas, s'est déplacée. C'est-à-dire que je sais d'expérience, je sais écrire un texte, en tout cas une nouvelle, un essai, voilà, je suis déjà arrivée au bout, j'ai déjà publié, ça c'est fait, ça c'est bon, je maîtrise à peu près, plus ou moins bien d'une fois sur l'autre, mais par contre il y a toujours cette peur de maintenant, il y a des attentes. Et maintenant, ce texte-là, il n'arrive pas tout seul. Il s'inscrit dans un corpus. Il peut être comparé à ce que j'ai fait avant. Il peut être comparé à des choses aussi écrites par d'autres. Et à titre personnel, la peur s'est déplacée là. Mais je suis pas. Après, ça dépend des gens, mais je pense que pour tout le monde, ça reste une joie énorme et une trouille énorme au moment où il arrive. Ou pas ? Alors moi, je gère en comédienne, donc j'ai un trac de malade. J'ai une manière très saine de gérer le trac, c'est-à-dire d'écrire d'autres livres. Et au moins, ça, voilà. Ça... Après, sur la sortie du livre, en général, pour être un peu plus précise, disons, l'avantage que j'ai eu, pareil, dès que mes premiers romans sont sortis, c'est que je bossais déjà dans le monde de la culture. J'avais déjà eu ma troupe de théâtre, j'avais déjà fait des pièces. Donc voilà, je sortais d'une école de scénario. Et ça m'a appris un truc qu'on sait, mais je pense qu'il faut, expérimenter vraiment avant de le comprendre profondément, qui est que de toute manière, on n'a pas la prise sur tout. Il y a une énorme part de hasard, il y a une énorme part de chance. Et quelque part, c'est à la fois super effrayant, je trouve, et super libérateur. Parce que nous, on va gérer du mieux possible notre sortie, et on apprend effectivement à mieux les gérer au fil du temps. Ça, c'est vrai, l'expérience, ça joue aussi. Mais en même temps, ce qu'on apprend au fil du temps, c'est qu'il y a toujours un coup de peau qui peut aider, un coup de pas de bol qui va faire tomber un truc. Et c'est hyper facile de dire de lâcher prise là, comme ça, tout de suite. Mais en fait, oui, ça fait partie du jeu d'avoir ce lâcher prise. Et disons quelque chose que pas forcément un conseil, mais en tout cas quelque chose sur lequel j'inviterais beaucoup les jeunes auteurs. Un jeune, c'est pas une question d'âge, c'est une question de nombre de romans publiés. Les jeunes auteurs à réfléchir avec tout ce que j'ai vu depuis maintenant pas mal d'années, pas tant que je suis autrice, mais que je gagne ma vie dans la culture. Ce que je vois surtout, c'est que vos romans sont super importants pour vous. Les miens sont super importants pour moi. Ils sont essentiels. Maintenant, les auteurs qui se crament vraiment les ailes, c'est ceux pour qui les romans sont absolument toute leur vie. Et je sais que c'est super facile de ma position d'autrice qui vit de ses livres et tout de le dire. Mais franchement, si je peux vous encourager à une chose, c'est ayez une vie en dehors de vos livres. Parce que même si vous avez les pires ratages de sortie du monde, et moi, parfois, franchement, j'en ai eu, et on en a tous, et même quand on est installé, on va avoir la grosse galère qui nous tombe dessus au moment où on s'atteint de moins, dans ce cas-là, vous allez voir votre famille, et il fait beau, et il y a vos nièces, elles sont trop cool. Voilà, et elles vont vous demander de faire un gâteau, et c'est bien. Voilà, vous allez voir vos potes, et vous allez au café sur votre place favorite, et il fait beau.
Et vous allez voir un concert de musique d'un groupe que vous adorez et vous pensez complètement à autre chose en dansant pas du tout en rythme. Dans mon cas, vous pouvez danser en rythme si vous voulez. Et ça existe encore. Vous prenez le nouveau roman de l'auteur que vous adorez et vous l'avez pas lu en fait pendant que vous étiez en train d'écrire. Et vous pensez plus qu'aux personnages qui sont en train de s'en prendre plein la figure, mais au moins c'est pas vous, quoi. Voilà. Et ça, c'est important d'avoir cette vie-là à côté pour justement pas être tellement obnubilé par la sortie qu'on finit par s'y cramer les ailes, en fait. Et ça aide à rien, parce que encore une fois, il y a toujours des choses qu'on va pas maîtriser. Ouais, j'allais dire, l'exemple personnel qui me vient tout de suite, j'ai quand même un livre, donc en l'occurrence L'année suspendue, qui est sorti en 2001, en avril 2001 précisément. 2 jours avant, avec mon éditeur, on ne savait pas si les libraires allaient être ouverts puisqu'on était en pleine période de semi-confinement, on va dire. Au bout d'un moment, on a dû lâcher prise sur ce livre et se dire ça se passera pas comme ça se passe d'habitude, comme on a anticipé. C'était extrêmement étrange de sortir un livre en ne sachant même pas si les libraires seraient ouverts. Alors une fois qu'on a vécu ça, tout le reste, pareil. Alors moi, j'ai jamais vraiment eu de vrai stress important au sens qui compte à la sortie des bouquins, en fait. Moi, mon stress s'arrête à partir du moment où le bon à tirer a été signé. C'est-à-dire à partir du moment où, en gros, il n'y a plus rien à faire, le bouquin il est parti à l'impression, et alors, du coup, c'est hors de mes mains. On dit souvent dans le podcast qu'en gros, on a un peu deux versants. Il y a le versant créateur-créatrice, qui est la personne qui saigne ses tripes sur la page, qui met toute sa vie, etc. Et puis qu'il faut aussi avoir l'aspect homme-femme d'affaires. Et pour moi, c'est super important, tu t'en parlais, de vraiment dissocier les deux, aussi pour pas se cramer les ailes. En ce qui me concerne, moi, j'ai aucun stress de créateur à partir du moment où le bouquin est sorti. Parce que de toute façon, il est sorti. Je peux plus rien faire. Je peux pas le rattraper. Je sais les conditions dans lesquelles il s'est fait, je l'ai fait du mieux possible. Le stress que j'ai, il est différent. Il est plus un stress de business en se disant maintenant j'ai fait du mieux possible. Est-ce que ça va suffisamment marcher? Alors oui, évidemment, j'espère que je vais être compris, mais normalement, je suis pas tout seul. Il y a toute une équipe éditoriale aussi qui doit m'aider. Et si on se plante collectivement. Donc c'est plus un côté, en gros, est-ce que la machine va continuer à suffisamment marcher pour me permettre de continuer à faire les suivants? Je sais plus qui de vous deux disait le fait d'avoir une vie à côté. Même Stephen King, avec toute l'expérience qu'il a, le dit dans l'écriture que l'art est un soutien pour la vie et ça ne doit pas être l'inverse, c'est-à-dire la vie ne doit pas être un soutien pour l'art. Donc je pense que c'est vraiment hyper important et c'est vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment une technique de survie fondamentale de vraiment stresser pour les bonnes choses et les bonnes raisons. Essayer de faire du mieux qu'on peut quand on est à la table de création, bien sûr. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais arriver à lâcher prise sur le fait qu'à partir du moment où c'est parti, c'est hors de nos mains. La boîte de Pandore a été ouverte, des gens vont le recevoir. Et puis, il y a des gens qui vont vous faire une chronique à 1 étoile sur Amazon parce que le colis est arrivé endommagé et vous êtes pour rien, mais voilà. Il y a des gens qui vont vous faire une chronique à 2 étoiles avec toutes les fautes d'orthographe du monde et visiblement, la personne s'est trompée du bouquin. Enfin, c'est les choses qui arrivent, mais de toute façon, on n'y peut rien. Donc, comme toujours, la chose à faire, c'est d'essayer de concentrer. Il y a déjà bien assez de raisons de se stresser dans ce boulot pour essayer de se stresser sur vraiment essayer de le concentrer sur les choses qui comptent. C'est-à-dire, est-ce que je fais au maximum de ma compétence la chose que j'aimerais pouvoir faire? Je crois que j'ai dû en parler dans le podcast. C'est le fameux, alors je la connais qu'en anglais, donc mes excuses pour la trad pourrie, mais c'est le fameux truc du Mahabharata, c'est-à-dire qu'on peut prétendre au labeur, mais pas aux fruits du labeur. Et quand on crée le lab, et c'est un truc qui, je pense, qui est le trajet d'une vie, à mon avis, mais dans lequel je pense qu'il est intéressant d'essayer de se concentrer le plus vite possible sur le plaisir et la récompense à travers le labeur et l'artisanat, de manière à ce que l'activité créatrice devienne sa propre récompense. Il est très... Et j'en fais partie, et on a tous, je pense, un fond de ça. Ce sont des métiers artistiques dont tournés vers un public, donc évidemment qu'on espère que ce qu'on fait va plaire, bien sûr. Mais moins on est dépendant de ça, plus sainement on arrive à vivre, je pense. Et en plus, c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune prise. Donc ça sert à rien de se stresser pour les trucs pour lesquels on n'y peut rien.
Alors, on peut évidemment faire de la com, etc., essayer de faire les choses bien, mais voilà. Et puis en plus, il faut se dire qu'il y a des contre-exemples aussi. Moi, j'ai eu une sortie, il y a prescription, je peux en parler. Quand j'ai bossé au Seuil, j'ai eu pour mon tome 1 toute la presse possible de la Terre. J'ai eu les presses, comme j'ai eu des articles dans, je sais plus, le Nouvel Obs, Le Point, Le Figaro. J'ai fait TF1, j'ai fait Michel Field. Truc incroyable. J'avais les cheveux, j'étais terrorisé de ma vie, quoi. Et je vais vous dire quoi, on n'en a pas vendu. On n'a pas vendu parce que la diffusion a merdé, les bouquins n'étaient pas dans la librairie, donc évidemment les gens n'achètent pas un bouquin qu'ils trouvent pas. Donc j'ai beau avoir eu tout ça, bah c'est pas gagné. Donc si on commence à se stresser en se disant quoi, mais pourquoi ça n'a pas marché et tout, etc. Bah ouais, mais mec, les bouquins sont pas dans la c'est pas moi qui vais les mettre avec mes petites mains. Donc bon. J'ai eu la chance d'avoir une bonne presse, j'ai eu la chance que ça continue sur la série, etc. Bon, bah, on avance et voilà. Et dernier truc sur ce que tu disais sur le fait de s'identifier beaucoup avec la création, c'est un truc fréquemment, une tendance qu'on peut avoir notamment quand on fait ses premières armes, c'est que, évidemment, souvent on fait ça parce qu'on a un projet vraiment qui est le projet qui nous tient à cœur, qui est le projet de notre vie, quoi. Et oui, bien sûr, il est important, et bien sûr, si vous a motivé toutes ces années, c'est qu'il faut le faire et mais il faut aussi accepter de savoir voir des fois au-delà, en se disant, ça n'est pas le seul projet de ma vie non plus. Et en plus, je vais grandir, comme on disait tout à l'heure, je vais évoluer en tant que personne, d'autres préoccupations vont m'arriver, et je vais évoluer en tant qu'auteur-autrice. Et c'est pas grave, c'est normal, au contraire. Et oui, il y a des fois, on se dit, bah tiens, j'écris plus. Moi, je commence à arriver à un stade où je regarde un peu en arrière, et je fais, tiens, c'est marrant, j'écris plus certains trucs aujourd'hui comme je le faisais il y a 15-20 ans. Mais c'est pas grave, je fais d'autres trucs. Et le mec d'aujourd'hui, il a des trucs à dire, et ça veut pas dire que ceux du jeune de 20 ans avec des cheveux étaient invalides. Voilà, c'est la vie, ma pauvre Lucette. Ouais, et puis aussi, quelque chose à pas oublier quand même, bah, quand on a un roman qui sort, quel que soit l'éditeur, quelle que soit la taille, quel que soit le truc, enfin, je veux dire, on a un roman qui est publié, quoi. Voilà, et moi, ouais, j'en ai maintenant une vingtaine, et voilà, j'ai la chance que ce soit devenu mon métier, mais quand même, à chacun, bah, je pense à la petite Estelle qui, quand elle avait 10-12 berges, lisait des livres les jours où il pleuvait, où il y avait de la tempête, dans la petite bibliothèque en hauteur, voilà, d'une maison en Charente-Maritime. Et je lui dis, mais on lui aurait dit à cette gamine, quoi, que plus tard, elle publierait des livres. Mais il n'y aurait pas cru. Et c'est génial. Et quand même, il faut aussi se rappeler de ça, même justement quand ça marche bien, mais aussi dans les moments où ça marche moins bien. C'est quand même, on l'a fait déjà, quoi. Et ça, c'est classe. Ouais, grave. Ça tous, quoi, à fond. Mais je pense qu'on a tous encore cette espèce de surexcitation de la première fois qu'on voit son nouveau livre en librairie ou la première fois que... Effectivement, je pense qu'on a 10 ans dans nos têtes à nouveau des... Ah, non, mais c'est quand même... Enfin, il y a mon nom. Voilà, je veux dire, on l'a fait, quoi. Et puis, enfin, je pense que, justement, des trucs que j'aime dans l'imaginaire et dans la jeunesse aussi, c'est qu'on est quand même beaucoup d'autrices, beaucoup d'auteurs qui viennent de milieux qui nous prédestinaient pas à ça, quoi. Par rapport à ce que j'ai vu en théâtre ou à fortiori en cinéma, on est beaucoup à venir d'endroits où, objectivement, enfin voilà, moi mes parents ils sont pas éditeurs, ils sont profs de physique, quoi. Et donc c'était pas gagné pour nous en fait. C'était pas forcément évident qu'un jour on publie un livre. Et on le fait. Et quand même, enfin, je veux dire, déjà en soi, c'est méga cool. Et déjà en soi, c'est quand même une victoire. Et il faut pas oublier ça aussi, parce que c'est vrai qu'après on parle tellement. Et en plus, un des avantages d'Internet et des podcasts et tout, c'est que maintenant on a une source d'information incroyable que j'avais pas moi quand j'ai démarré, clairement, et c'est super cool. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on parle tellement de professionnalisation, même d'avoir une attitude pro, y compris quand on fait ça à côté dans notre travail et tout. Et considérer l'écriture comme un métier et tout ça, le prendre professionnellement, c'est super cool. Je suis à 200% pour. Et encore une fois, il faut se battre pour que ça soit un métier mieux considéré et tout. Mais il faut pas oublier que c'est aussi un immense rêve qu'on est en train de vivre quand on fait ça. Et quel que soit le succès de votre livre et tout ça, déjà, cette part-là du rêve, vous l'avez. Et personne peut vous l'enlever. Et ça, ouais. Ouais, quoi. On dit pas assez ouais, mais ouais. Ouais. Ouais, voilà, tu vois, et ça prouve que je suis autrice, hein, c'est que je sais faire des belles phrases et tout. Moi, je voulais ajouter un truc tout à l'heure, mais alors, je sais plus s'il est dans le sujet, parce qu'entre-temps, on a dévié. C'était sur la question du lâcher-prise. On a parlé des galères qui peuvent survenir, des trucs... on parle confinement, mauvaise distribution, les galères qui peuvent arriver.
Il peut arriver aussi des belles choses qu'on n'a pas du tout anticipées. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'un livre quasiment vive sa vie. Je ne comprends pas pourquoi ce bouquin-là, il se passe un truc, on l'a pas anticipé. C'est pas celui qui a eu la meilleure promo, c'est pas celui qui a... Juste, il y a un livre qui à un moment donné trouve son lectorat d'une manière particulière. Il était au bon endroit au bon moment. On a zéro prise là-dessus. Et ça peut être ça aussi, les accidents justement qu'on n'a pas vu venir. Et quand ça arrive, c'est très étrange. C'est comme si le livre nous appartenait plus vraiment. Enfin, vraiment, c'est ça. Et ça, c'est bien aussi. Bah ouais, voilà, parce que aussi, il y a des projets. Par exemple, je pense qu'à l'Ouest sur l'année dernière, il y en a qui nous ont vu présenter une ento d'horreur avec que des femmes et que des nouvelles, c'est-à-dire le genre de truc qui n'était pas du tout censé se vendre. Et cette ento, elle fait un super parcours. Bah aussi, grâce à plein de gens ici et tout. Mais voilà, mais même l'éditeur s'attendait pas à ce que ça marche comme ça. Hein. Ou moi, un de mes romans qui a le plus mal démarré, c'est Un éclat de givre. Et puis finalement, à un moment, il a commencé à prendre son envol. Et aujourd'hui, c'est un de mes romans qui a les fans les plus hardcore, quoi. Et voilà, donc en plus, disons, l'un des trucs merveilleux en édition, c'est que c'est jamais perdu d'avance. Et même si à un moment, bah, par exemple, là, un truc qui me fait super plaisir, c'est que je vois les autrices donc, qui ont eu des romans arrêtés suite à la fin des éditions ActuSF, qui commencent à retrouver des éditeurs, qui recommencent à redéployer leurs ailes. Et voilà, je les ai vus vraiment au fond du trou, quoi. Enfin, je veux dire, on parle de Morgan of Glencoe, elle avait une saga en 5 volumes à replacer, sachant que 3 étaient déjà parus. Il y a plein de gens qui pensaient que c'était impossible. Elle l'a fait. Donc c'est jamais totalement perdu. Votre sortie, elle peut être la plus catastrophique au monde. Voilà, enfin moi, pour plein de raisons, la sortie de mon space opéra, Les Nuages de Magellan, ça a été coup de poisse sur coup de poisse, comme c'est pas permis, ça a été vraiment l'une des pires sorties de ma vie. Et maintenant en poche, c'est un roman qui trouve méchamment son public. C'est un roman qui a eu 2 prix, dont un super prix du public qui est trop cool. Et voilà. Et alors qu'en plus, disons, faut pas se dire que la sortie... Pareil, on a tendance à nous dire, non mais un roman, en gros, en 3 mois, voire maintenant en 3 semaines, tout est joué. Ouais, ça à la rigueur pour la littérature blanche, la littérature générale, mais pas chez nous, quoi. Les fans d'imaginaire, ils sont curieux. C'est des lecteurs qui cherchent pas juste la dernière sortie, la dernière nouveauté. Donc, par moment, on met une pression énorme sur la sortie d'un livre, alors que tout se joue pas là. En plus, d'autant plus que si ça se trouve, un autre livre va avoir un succès énorme par la suite et va remettre celui-là sur le devant de la scène. Le livre fait partie aussi d'un corpus qui, à un moment donné, peut être mis en avant par... comme il peut y avoir des adaptations au ciné pour certains grands noms ou des choses comme ça aussi. Et l'effet corpus est beaucoup plus présent en imaginaire. Moi, j'ai discuté quand j'étais donc au Seuil, et même si je faisais de l'imaginaire en sous contrebande, mais j'ai discuté avec beaucoup d'auteurs de général et de polar à l'époque. Et quand je leur racontais comment fonctionnait le fandom, ils me regardaient avec des yeux d'envie en me disant mais on tuerait nous pour avoir la communauté que vous avez, quoi. Ou en gros vous êtes à peu près assuré quand même de faire, même dans le pire four possible, quand même 500-600 ventes au minimum, quoi. Il dit nous des fois nous c'est 80, quoi, parce qu'on n'a pas cet effet de communauté que vous avez, et vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Ouais, et puis après aussi, si on parle plus pragmatisme, parce que le pragmatisme c'est bien, aussi quand vous évoluez, quand vous grandissez en tant qu'autrice, en tant qu'auteur, ce que je souhaite à tous les gens qui écrivent dans la salle, il y a des trucs qui peuvent permettre quand même de mettre plus de chances de son côté lors de sa sortie. Et par exemple, plus vous avancez, plus vous commencez à découvrir qui vous êtes comme auteur, et plus aussi vous allez aller vers des éditeurs, plus vous avez des chances d'aller vers des éditeurs qui vous correspondent et qui vous ressemblent, et qui, ceux qui suivent le podcast le savent, ne sont pas forcément les plus gros éditeurs, mais sont ceux qui vont le mieux travailler votre livre avec vous. Et ça, c'est des choses qu'on affine avec l'expérience aussi. Heureusement que ça sert à quelque chose, l'expérience. Hein. Vu le temps et l'énergie qu'on va écrire ces livres, attends. Mais voilà, ça, c'est des choses qui vont s'affiner aussi. Et par moment, vos premiers romans que vous faites pas forcément avec les éditeurs qui vous correspondent le mieux au monde, vous allez les reprendre 10 ans plus tard avec un éditeur beaucoup plus calé. Et en plus, vous allez réécrire donc ce bout de deuxième partie qui vous gênait un peu. Et voilà, et le roman, il va avoir une autre vie et tout. Donc voilà, tout se joue pas à la sortie et c'est grave à réduire le trac. Et en même temps, comme je vous ai dit, en plus, les sorties, quand même, il y a des moyens de les rendre moins stressantes au fil du temps, parce qu'on sait un peu plus où on met les pieds aussi, quoi. Et c'est normal. Juste, je crois que j'ai cité le Mahabharata, je crois que c'est le Bhagavad Gita. Bref, Lionel du futur, mets les notes dans l'épisode, s'il te plaît, avec la citation. Oui, tu me détestes, je sais, mais c'est pas grave. Ici le Lionel du futur, qui ne te déteste pas, mon lapin. Mais par contre, vous allez me détester moi, puisque je dois à nouveau couper cet épisode, puisqu'il faut en garder pour la prochaine fois. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, et maintenant, assez procrastiné, allez écrire.
Thank you.